Je suis parti à l'automne 2012 en Jordanie, puis je suis resté à peu près 5 semaines là-bas. Moi, en tant que photographe, photoreporter, la plupart du temps, je m'en vais sur un lieu d'actualité. Et puis, je m'arrange avec plusieurs médias montréalais pour fournir des reportages. Et puis, finalement, à travers ces reportages, j'essaie de faire un travail qui est un peu plus personnel, qui est le travail que je montre ici. Mais quand même, j'avais un point d'intérêt central qui était les réfugiés syriens dans le nord de la Jordanie, parce que j'avais le sentiment, et toujours aujourd'hui, qu'on parle beaucoup du conflit syrien en des termes statistiques, il y a eu tant de morts, ou en des termes très techniques de bataille avec l'armée d'Assad a pris un quartier, les rebelles ont repris un autre quartier. Et je trouve que l'humain, finalement, est beaucoup oublié dans ces comptes rendus, alors que pour moi, l'humain est vraiment au cœur d'un conflit, au cœur d'un drame comme ça. Alors, quand je suis allé en Jordanie, j'avais vraiment cet objectif de me tourner vers les réfugiés syriens parce que je trouvais que c'était eux, finalement, les principales victimes du conflit. Alors mes reportages portaient dessus, puis également ce travail-là dans lequel je me suis plus interrogé sur comment est-ce qu'on peut faire ressentir à quelqu'un d'ici, de Montréal, qu'est-ce que c'est qu'être un réfugié. Comment est-ce qu'on peut montrer d'autres choses que un réfugié comme une victime, comme quelqu'un un pauvre vivant dans une tente. Je ne dis pas que ce n'est pas la réalité, mais est-ce que c'est la meilleure manière de le montrer à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que cette tragédie humaine. Alors j'essaie de réfléchir dans ce sens-là. Je me suis vraiment interrogé sur ça. Qu'est-ce que ça signifie d'être réfugié? Et pour moi, c'était, on a quitté son pays, la Syrie, on ne peut pas y retourner parce que c'est la guerre, ou alors on y retourne mais c'est extrêmement dangereux. Et on est accueilli dans un nouveau pays, mais on n'est jamais accueilli à bras ouverts. Là. On ne peut pas facilement, on ne peut pas trouver du travail dans ce pays. On n'est jamais complètement chez soi. Fait qu'on est toujours dans cette espèce d'entre-deux. Alors, moi, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait exprimer ça? Et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce que vous avez gardé avec vous finalement? Qu'est-ce qui définit aujourd'hui votre identité? Et entre autres, quels sont par exemple les objets qui vous ont accompagné dans votre voyage? Est-ce que ces objets-là peuvent un peu vous représenter? Et ça, au début, c'est venu parce que quand je prenais des photos, les gens souvent voulaient garder l'anonymat. Donc, ne voulaient pas qu'on voit leurs yeux, ne voulaient pas qu'on voit leur visage. Parce que, évidemment, avec les réseaux sociaux, les médias, ils avaient peur que leur image soit découverte sur Internet par les services de renseignement du régime Assad et que par la suite, on s'en prenne à eux, on s'en prenne à leurs familles qui sont restées en Syrie. Alors donc, mon dilemme, c'était comment je fais pour faire une photo d'une personne sans qu'on voit son visage? Et donc, je leur disais, peut-être on pourrait photographier un objet que vous avez avec vous, on verrait juste vos mains, etc. Et donc, petit à petit, cette idée est apparue. Et finalement, systématiquement, dans les gens que je rencontrais, les familles que je rencontrais, je leur demandais, et vous, si on devait prendre en photo un objet qui vous représentait, qu'est-ce que ça serait? Et plus largement, finalement, quand vous êtes... Parce que souvent, les gens me disaient, nous, on n'a rien, on n'a pas d'objet, on n'a plus rien. Là. Alors je leur disais, quand même, je suis sûr que vous avez un objet qui vous a accompagné dans votre fuite. Alors là, les gens disaient, ah oui, c'est vrai, j'ai gardé mes clés, j'ai gardé les clés de ma maison. Parfois la maison est détruite, mais ils ont encore les clés. Ou alors oui, j'ai un téléphone, puis c'est important parce que ce téléphone-là, je m'en sers pour appeler ma famille qui est restée en Syrie. Et puis parfois, c'est des objets religieux, évidemment, c'est une population qui est très religieuse, qui est très attachée. Alors, ça peut être un Coran, ça peut être un chapelet, parce que c'est très facile de mettre ça dans une poche.
puis, parce qu'il faut s'imaginer, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est sorti pour aller acheter du pain, et puis sa maison a été détruite pendant qu'il est sorti. Alors, ben voilà, il avait juste les objets qu'il avait sur lui. Et puis, bon, parfois, c'est peut-être qu'on a eu un peu de temps pour se préparer. Alors, les gens pouvaient prendre des objets plus personnels, par exemple, des photos de famille. Et encore là, les photos de famille, c'était toujours un peu délicat parce que ces réfugiés avaient peur que dans leur fuite, à un moment donné, ils soient capturés par l'armée régulière et que là, on s'empare de ces photos, puis on leur dise « mais c'est qui sont sur ces photos ?» puis qu'on aille s'en prendre aux gens qui sont sur ces photos. Donc, il faut s'imaginer à quel point est-ce que ces objets-là, c'est vraiment pas insignifiant. Juste une simple photo peut mettre quelqu'un en péril. Donc, je trouve que ça nous amène vraiment à réfléchir sur l'importance de ces objets. Et puis j'espère que c'est des objets qui souvent sont très anodins, des objets du quotidien. Alors j'ai l'impression qu'un spectateur montréalais, quand il voit ça, il peut un petit peu se mettre dans les souliers de cette personne, de ce réfugié, parce que au bout du compte, c'est ça dont j'ai envie, c'est qu'en voyant ces images, quelqu'un d'ici puisse un petit peu s'imaginer qu'est-ce que c'est de vivre comme eux. Parce que j'ai l'impression que souvent, on nous présente des images d'une tragédie tellement forte, tellement importante, des gens qui sont blessés, qui sont morts, qui sont ensanglantés. Et j'ai l'impression que le spectateur va se couper inconsciemment ou consciemment en voyant ça, puis va rejeter un peu, se dire « non, moi, je ne veux pas essayer de m'investir émotionnellement là-dedans ». Alors je me dis peut-être en s'attachant à des objets qui représentent notre quotidien, peut-être les gens, oui, finalement, vont plus être touchés par ça. Il y a une photo avec deux enfants qui tiennent des jouets dans leurs mains, et puis ils m'ont dit « ben nous, quand notre maison a été détruite, c'était très important pour cette petite fille d'aller rechercher ses jouets dans les ruines de sa maison ». Et je trouve ça assez touchant comme histoire, par exemple. Certaines personnes que je suis allé rencontrer vraiment spécialement pour prendre des objets en photo, d'autres personnes que je rencontrais dans le cadre de reportages sur d'autres sujets. Par exemple, j'ai fait des reportages sur le travail au noir des réfugiés syriens qui doivent travailler au noir en Jordanie pour subvenir à leurs besoins. J'ai fait des reportages sur les femmes dont les maris sont restés à la guerre. Alors des fois, je pouvais rester un peu plus longtemps avec ces gens-là. Mais en fait, j'ai toujours été très bien accueilli quand même. Ça, on me pose souvent la question, est-ce que les gens étaient réticents à parler ou peut-être qu'ils n'étaient pas accueillants, mais en fait, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. D'abord parce qu'il y a une tradition de l'accueil très profondément ancrée au Moyen-Orient, dans la culture musulmane et peut-être encore plus dans la culture syrienne. Et puis ensuite parce que c'est des gens qui ont vécu des choses tragiques et qui ont besoin d'en parler, puis qui sont contents qu'on vienne s'intéresser à eux. Alors c'est sûr que j'essaie jamais de leur faire croire que moi, avec des photos, je vais changer quoi que ce soit, mais je pense qu'ils sont contents et puis ils disent on est quand même content que vous puissiez parler un peu de ce qu'on a vécu, que vous puissiez montrer un peu ce qu'on a vécu, parce que c'est important aussi de laisser des traces, puis de partager la tragédie de quelqu'un avec d'autres spectateurs, d'autres pays. Cette exposition porte sur la mémoire, sur les objets de mémoire, sur la perte. Et puis je me suis rendu compte que oui, la mémoire se transmettait à travers des objets physiques, mais également à travers des choses plus intangibles, comme des habitudes de vie. Et je parlais de l'accueil juste avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surpris quand j'allais par exemple dans une tente, dans un camp de réfugiés, donc avec des gens qui sont les plus démunis qu'on puisse imaginer. Ces gens-là, malgré tout, allaient conserver des gâteaux et des jus de fruits de leur ration alimentaire, les mettre de côté. Et puis quand quelqu'un comme moi arrivait pour leur rendre visite, ils allaient tout de suite m'offrir quelque chose à manger, quelque chose à boire, alors que
c'est eux qui sont vraiment dans le besoin, alors c'est très gênant. Et puis en même temps, ben, pour eux, c'est plus important de pouvoir maintenir cette habitude, cette tradition. C'est peut-être plus important que de profiter de leur jus de fruits à ce moment-là. Et je me suis dit, mais elle est vraiment là, la vie, elle est dans le maintien de ces petites choses du quotidien, de ces petites choses anodines. Et c'est là où les gens trouvent la force de continuer à vivre malgré tout. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le conflit syrien, beaucoup de photographes par exemple, que ce soit des reporters ou des journalistes qui travaillent pour des agences. Puis je pense que ces gens-là font déjà un très gros travail pour montrer la tragédie, montrer la souffrance. Alors moi j'essaie de me dire, ben, ok, qu'est-ce que je pourrais montrer moi qui n'est pas montré. Puis c'est vrai que dans mes photos, j'essaie toujours de me dire, ok, qu'est-ce que c'est la petite lueur d'espoir là-dedans là? Qu'est-ce qu'on pourrait montrer qui pourrait peut-être transmettre cet espoir des gens et puis donner de l'espoir que, bon, ben, malgré tout, il y a peut-être une chance qu'on s'en sorte. Alors j'essaye d'avoir une approche peut-être un peu plus poétique, on va dire, sur certaines images. Je me suis lancé en photographie par passion pour le médium en lui-même, parce que j'ai découvert que c'était pour moi un moyen d'expression, puis un moyen de raconter qui était véritablement unique. Et puis c'est vrai que tout de suite j'ai été très happé, on dirait, par le format finalement reportage, documentaire, médiatique, parce que je trouve qu'il y a une communication qui est immédiate avec le public, qui peut voir ces images, qui peut, entre guillemets, interagir finalement avec ces images de par ses réactions. Et puis surtout, je m'intéresse beaucoup à pouvoir documenter la réalité des gens. Qu'est-ce qu'ils vivent? Et puis moi aussi, à pouvoir quelque part un peu, je suis très curieux d'expérimenter entre guillemets cette réalité, ou en tout cas de la voir et d'en témoigner. Alors, donc c'est ça. Donc là, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de médias à Montréal, que ce soit des quotidiens comme le Devoir ou La Presse, ou des magazines comme L'Actualité ou Châtelaine, et puis beaucoup de sites internet. Et puis donc, ben, pour l'instant, je continue dans ce domaine-là. Je m'intéresse beaucoup au domaine des affaires sociales, que ce soit au Québec ou à l'étranger. Et puis c'est vrai que j'ai souvent eu un intérêt particulier pour les réfugiés, pour les minorités ethniques, ou pour les religions, par exemple. Alors c'est des sujets qui m'ont beaucoup intéressé. Et puis donc j'essaie de travailler plusieurs fois par année à l'étranger. J'étais par exemple en Égypte pour le printemps arabe. J'ai travaillé en Afrique à plusieurs reprises au Moyen-Orient. Puis je trouve que c'est souvent des cultures qui me fascinent, vers lesquelles je vais me tourner. Je trouve que les expositions, déjà, ça permet de présenter des choses que des journaux ne montreraient souvent pas, parce que les journaux ont une ligne éditoriale très précise. Donc, il faut que ça rentre dans une cadre, dans un angle précis. Alors qu'effectivement, dans une galerie comme ici, ben déjà, on a 25 images, 26. C'est énorme comme nombre d'images. Donc déjà, ça permet vraiment d'avoir un cheminement qui est autre. La personne va pouvoir suivre finalement toute une histoire ici. Et puis la personne peut se déplacer pour voir les images, peut bouger d'une image à l'autre, passer du temps devant. Donc il y a vraiment une sorte d'interaction physique entre la personne qui vient voir. C'est très différent d'un magazine ou d'un journal qu'on va voir, qu'on va feuilleter, puis après, bon, qu'on va peut-être jeter. Alors ici, je pense que les gens sont un peu plus... rentrent un peu plus finalement dans la photographie. Alors c'est quelque chose que j'essaye de privilégier dès que je le peux. Oui.
Ce qui alimente mes créations. La peinture, comme telle. Plus précisément, l'action de peindre. Prendre la peinture, pose la peinture. Je peins pour peindre. C'est terrible. Surtout à l'ère d'aujourd'hui, dans l'ère de l'art contemporain, mais c'est comme ça. Je ne suis pas dans le monde des idées, je ne suis pas dans le monde des concepts, je ne suis même pas dans le monde de la sensation, des affects, rien de tout ça. La peinture, pour moi, c'est pas faite pour moi. C'est pas fait pour exprimer des idées ou dire des choses. C'est pas un médium entre moi et le monde. Je me réalise pas en peignant. Je suis une exécutante, je suis une sorte de scribe. C'est aride, souvent. Ça n'a pas toujours été comme ça. C'est quelque chose, j'en suis venue à ça. J'essaye d'aller de plus en plus vers ça, une scribe. C'est comme si j'avais toujours envie de sortir la peinture, l'acte, hein? On parle toujours de l'action. Quand je dis la peinture, c'est vraiment l'acte de peindre, poser des touches. J'avais toujours comme envie de sortir cette action-là du carcan, le fameux carcan de la raison, là, parce que je trouve qu'elle est limitée pas mal, là, elle. Là. Moi, les concepts, ces affaires-là, je trouve qu'on arrête le travail d'une peinture, le travail de ce travail-là, de peindre, là, il faut sortir, arracher ça du carcan de la raison. Puis j'ai toujours été fascinée par cette action-là. Ça fait qu'aussitôt qu'il y avait une idée qui interférait, parce que entreprendre la peinture ici, c'est pas une palette, c'est des gros pots, là, une petite goutte, parce que je travaille avec des petits pinceaux, puis la poser sur la toile. Ça ici, là, ce non-lieu-là, là, c'est là que toutes les idées viennent, que ce soit des pensées a priori, a posteriori, la pensée immédiate, tout ce monde-là de la pensée, là, elle vient déranger ce qui est en train de se faire. Pour moi, hein, toujours. Être ici entre les deux. Ça fait que là, tu peins, puis je suis lente. Alors, tu poses tranquillement ta touche. Puis de touche en touche, cette idée-là, ou d'autres qui vont venir en rapport à celle-ci, bien, ça finit par conduire le travail que tu es en train de faire. Et je trouve que les résultats, ça m'achale, parce que ça ne me satisfait jamais, parce que moi, ce qui me satisfait le plus, c'est l'observation. Ce que j'aime, c'est contempler le potentiel créatif, parce qu'il y en a un, du processus pictural tout seul, comme tel. Parce que ce processus-là, là, il est évolutif exactement au même titre qu'est le processus de création de la nature, le processus, là je pense à Darwin, si on comprend un peu c'est quoi la théorie de l'évolution de Darwin, c'est-à-dire l'évolution des espèces, si on comprend ou connaît un peu le processus évolutif des éléments de la culture, comment ils se transmettent, ça c'est Dawkins. Le processus évolutif, le principe universel, puis c'est une théorie de Shmuel Negozio, l'italien. Moi, je nomme des noms là, comme ça, c'est pas pour faire chic du tout, là. C'est parce qu'une fois que j'ai observé une action, que j'observe quelque chose pendant que je fais de la peinture, je m'en vais voir. Je m'en vais voir, dire, OK, bon, je répète. Le principe, c'est que je répète la peinture, je répète des touches. Parce que tu répètes, c'est rien que la répétition. Tu prends une touche, donne. Prends, donne. Puis quand tu peins aussi, donne. Mais la répétition, c'est aussi de la réplication.
Quand j'ai trouvé ce concept-là, ça a pris 30 ans de recherche personnelle, 10 ans d'université, hein, pour comprendre que mon plaisir dans la vie, c'était de répliquer des touches. Tu prends une touche là, tu remets la même petit motif ici, tu remets pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années dans mon cas, mais pas la même touche parce que, puis c'est ça, c'est ces dernières années, puis c'est la dernière toile que j'ai faite, j'ai contemplé en focusant sur ce principe-là de répétition, réplication, pense pas à d'autres choses, fais juste essayer de perfectionner ta touche là, pour qu'elle soit exactement comme elle. C'est impossible. Quand j'ai réalisé ça, je venais de découvrir un processus. Mais il en parle après. Je suis allée fouiller dans l'ordi le processus de répétition, réplication du même, impossible. Tu répètes les mêmes touches, c'est un processus de singularisation. La singularité, c'est la création. C'est quelque chose d'unique, hein? Singulier, il n'y en a pas. C'est une création. Moi, c'est ça, un vrai processus de création. Puis la peinture, quand tu répètes comme ça, quand tu répliques les touches toujours la même, bien, au bout, la chaîne, là, le motif ou la touche qui est là, mais elle n'a aucun rapport. Comment ça se fait? Puis c'est ça. Une fois que j'ai fait celle qui est en arrière de nous, là, c'est elle, là, j'ai focusé sur la réplication, j'ai focusé sur le fait qu'un processus de réplication, c'était un processus... Hey, ça se contredit. Et en arrivant là, sur l'autre toile, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai contemplé qu'est-ce qui fait que les touches changent. Quand tu fais la même ici, là, elle c'est la même. Mais les circonstances, pour ça je faisais une analogie avec Darwin, Dawkins, les épigéniciens, ce n'est pas les mêmes circonstances. Ai-je encore ce rouge-là? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai bien dormi hier? Est-ce qu'il me reste de l'espace à la toile pour mettre l'autre touche? Ça, là, j'appelle ça les occurrences. C'est les occurrences de chaque pose de touche ne sont jamais identiques. Il dit souvent, là, on a tout dit de la peinture. À l'université, ils nous rabâchent les oreilles. Ils voulaient que je touche à d'autres choses parce que ça a l'air que j'ai des bonnes idées. Je ne voulais pas parce que je ne pense pas que la peinture a tout dit. Si nous, on a tout dit d'elle, là, elle, là, n'a pas tout dit, elle. Hey, je la fais-tu jaser? C'est dur, la région de la peinture. J'ai une allégorie extraordinaire qui décrit la région des peintures. L'allégorie, écoute, le roi Gourane, c'est le plus connu des préhistoriens dans les années 60, puis il a découvert des grottes, tu sais, les grottes de Lascaux, tu sais, les grottes préhistoriques, les chapelles Sixtine préhistoriques, avec tout. Puis lui, il fait une description, quand je la lis, je broille. C'est ça, entrer, essayer de peindre juste pour le processus pictural. Il dit ceci, écoute ça. Pour atteindre, c'est pas du mot à mot parce que je ne le sais pas, mais pour atteindre la région des peintures, après, tu sais, moi, lui, il parle de ces grottes-là. Pour atteindre dans une grotte, il faut souvent, avec un équipement spéléologique sérieux, traverser des dizaines de lacs, passer de corniche en corniche, d'escarpement en escarpement. Il faut souvent, sur le bord d'un gouffre, un petit boyau, je dis à peu près là, une chatière qui dit un trou finalement, au bord du gouffre, se glisser pendant une quinzaine de mètres, ramper
pendant, c'est ça, une dizaine de mètres, pour sortir sur une petite caverne. Puis, voyez-vous, quand on pense à la peinture, c'est ça. Là, il faut s'accrocher après un stalagmite de 8 mètres, lisse. Et là, écoutez ça. Puis là, en tout cas, ça grimpe, ça escalade, ça se retient, ça arrache le but du voyage avec peur. Je crie, là. C'est périlleux pour trouver enfin le sanctuaire. Mais le dernier cheval est au bord d'un gouffre sans fond.